Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Damien de chez Netflix pour vous parler cybersécurité et notamment protection de vos données. Donc moi, je me présente, je m'appelle Anaïs et je travaille chez 3S Sécurité depuis quelques mois en tant que chargée de communication. Donc 3S Sécurité, en fait, c'est une entreprise qui est basée en Bourgogne-Franche-Comté et qui s'occupe de protéger les données sensibles de vos entreprises. Voilà, donc l'idée c'était d'aider voilà, les petites entreprises comme les plus grosses structures, tout le monde à protéger au mieux ces données. En fait, ce qu'on peut vous proposer, c'est différentes choses, des audits pour savoir si l'ensemble de votre réseau est sécurisé, la mise en conformité, c'est-à-dire que si nous n'avons pas réalisé l'ensemble de l'installation, nous allons pouvoir faire la mise en conformité, réaliser des schémas directeurs. Et on peut aussi intervenir, bien évidemment, en cas d'attaque. Hein. On fait tout ce qui est post-attaque, mais on est aussi là si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour vous aider à revoir tout l'ensemble de votre système de protection de vos données. Puisqu'en fait, on l'a clairement en tête, hein, que les données sont très importantes, mais des fois, on l'oublie puisque c'est des choses qui ne sont pas visuelles. Les données de l'entreprise, c'est la plus grande richesse. Donc, c'est vraiment la chose principale à protéger. On ne se rend pas toujours compte que si on perd des données, si on a des choses qui sont mal protégées, c'est quasiment l'entreprise qui peut être mise à mal. Donc voilà, on vous accompagne en fait sur le plan de développement et sur le plan de continuité d'activité afin de préserver votre entreprise en cas d'attaque qui touche votre système informatique. Et puis on vous aide aussi à construire votre plan de reprise d'activité. Ça vous permet de reprendre en fait un fonctionnement normal le plus rapidement possible, surtout lors d'une attaque quand vous allez avoir une attaque. Voilà, donc après, vous avez quelques petits chiffres. Hein. En 2019, on s'est rendu compte que 92% des entreprises ont été touchées par des cyberattaques. C'est énorme. Alors, touché par une cyberattaque, ça veut parfois dire qu'on s'en est rendu compte, qu'on a pu voir d'où venait le problème et le traiter, mais ça peut aussi vouloir dire on ne s'en est pas rendu compte et puis nos données sont toujours compromises. Donc, c'est très important de faire justement des audits et de veiller à ce que vos données soient bien protégées, même si vous vous rendez, entre guillemets, compte de rien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout avec cette année 2020 et le Covid, la façon de travailler a énormément changé, hein. Notamment le télétravail, ça bouscule nos habitudes. On partage des accès, à des données avec différents endroits, c'est-à-dire vous avez peut-être des collaborateurs qui travaillent depuis leur domicile, d'autres qui travaillent depuis le lieu de travail habituel, mais ce qui fait qu'il n'y a peut-être pas des connexions à chaque fois sécurisées, puis les données ne sont pas toujours stockées de la bonne façon. Donc c'est super important d'être vigilant là-dessus. Et puis il y a aussi notamment aujourd'hui l'arrivée d'énormément d'objets connectés. Et puis, il faut vraiment vérifier que toutes ces portes d'entrée de cyberattaques soient bien, entre guillemets, verrouillées. Voilà, et bien, du coup, je vais passer la main à Damien de chez Netflix qui va vous proposer la suite de ce webinaire. Merci beaucoup Anaïs, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire ensemble. On va ensemble parler d'une technologie très simple et surtout qui va vous permettre de sécuriser l'ensemble des écosystèmes qu'a évoqué Anaïs, qui s'appelle Netflix Auditor. Tout au long de cette présentation, je vais évoquer plusieurs cas d'usage. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit encart en fait qui est prévu à cet effet dans l'onglet GoToWebinar. On prendra ensemble une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure si on a un peu de temps à la fin de cette présentation. Eh bien, pour adresser les points qui ont peut-être été un peu flous ou s'il y a des sujets qu'on n'a pas du tout adressés et qui suscitent votre attention. Donc, Netflix Auditor, déjà, est un outil extrêmement simple de déploiement et d'utilisation. C'est le premier point qu'on va traiter ensemble, puisqu'il va vous permettre de sécuriser vos données de manière très pragmatique en faisant deux choses. La première, c'est répondre à la question qui fait quoi, où et quand, c'est-à-dire avoir un historique de l'ensemble de votre activité sur le système d'information, savoir qui accède à des fichiers, qui crée, modifie, supprime des droits, des partages, un peu tout ce qui va se passer sur le serveur de fichiers.
Mais en plus de ça, il va vous permettre d'avoir des photos à un instant T. Les photos à un instant T, encore une fois, dans un cadre de serveur de fichiers, par exemple, hein, qui est uniquement un exemple parmi tant d'autres, ça peut être d'avoir la photo des droits à un instant T sur un répertoire. Ça peut être de savoir qui a accès à un répertoire spécifique, à un fichier spécifique, ou ça peut tout simplement être avoir une photo des attributions d'un certain collaborateur dans un certain contexte, sa capacité à créer, modifier, supprimer des choses, etc. Euh, on va également parler donc de l'architecture de l'outil, puisque c'est un outil qui se veut extrêmement simple. Vous avez la machine Windows que vous voyez à l'écran, donc en fait qui est une console lourde hébergée sur une VM Windows, tout ce qui est plus classique. On va associer à cette machine une base de données SQL et un compte de service applicatif. Ce qui est important à savoir, c'est que cet outil est entièrement sans agent. Sans rentrer dans des détails techniques, c'est très très important puisque ça veut dire que cet outil, d'un point de vue fonctionnel, est totalement transparent pour vos serveurs de production. Il n'y aura en aucun cas une interaction et une possible, je vais dire, perturbation de la production de par les services qui tournent sur Netflix Auditor. Qui vous permettent d'avoir de l'information, vous permettent de faire des recherches et d'avoir des alertes sur des comportements suspects, mais en aucun cas il ne pourra avoir un impact, qu'il soit négatif ou non, sur vos serveurs de production. Donc, pour les utilisateurs de Netflix, eh bien, on va mettre en place cette console, on va l'installer et puis on va commencer à remonter de l'information. On va déclarer différents objets qui peuvent être effectivement votre Active Directory, qui peuvent être votre système de fichiers, qui peuvent être potentiellement vos bases de données ou tout ce que vous voulez. Et à partir de là, eh bien, nous allons avoir en fait la capacité d'exploiter les données selon trois briques principales. La première brique qui se veut extrêmement ergonomique et pragmatique, c'est ici la brique de recherche. Alors la brique de recherche, elle porte assez bien son nom, puisqu'elle vous permet tout simplement bien de poser des questions et de très simplement aller répondre à la question qui fait quoi, où et quand. Alors par exemple, vous voulez savoir ce que fait un administrateur, c'est assez simple. On va taper admin, et dans cet onglet admin, eh bien, il me proposer de variabiliser. Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est le user admin? C'est une action qui s'appelle admin, un objet, un partage, tout ce que vous voulez. Tiens, non, c'est effectivement bel et bien, pardon, pas une action, mais un user. Quand après admin, je mets le user. Et là, je lance ma recherche. Systématiquement, il va me présenter les informations de la même manière, à savoir qui a fait quoi, où et quand. Et ce qui, quoi ou quand, eh bien, il va tout simplement en fait vous permettre d'avoir une je vais dire, visibilité sur une information exploitable. La difficulté de la gestion des logs au niveau Microsoft, hein, c'est que c'est quelque chose de très fort, un log, c'est très puissant, c'est très verbeux pour être précis. Il y a énormément d'informations dedans, mais par conséquent, c'est aussi compliqué à traiter. Ce que propose Netflix, c'est de vous présenter des informations intelligibles, simples, compréhensibles en fait, pour dire les choses, aux bonnes personnes, au bon moment, afin d'avoir la capacité à traiter très simplement ces infos. On a effectivement la capacité à avoir un filtrage supplémentaire sur l'ensemble de ces objets. Typiquement, l'admin va nous dire tout de suite, bah, ok, regarde si tu as fait la recherche admin, Damien, c'est pas forcément extrêmement pertinent. Il manque de précision. On va demander à l'outil, bah, est-ce que l'admin, par exemple, a modifié des policies sur une période de temps spécifique qui serait, je ne sais pas, la semaine dernière. Ok. Et je lance ma recherche. Est-ce que le user a fait des modifs sur des policies sur les 7 derniers jours? Non. En revanche, est-ce qu'il en a fait sur une période antérieure? On relance la recherche. Oui, effectivement. Donc l'ensemble de ces modifications, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dès lors que vous avez une modification, qu'elle soit sur un élément système comme celui-ci, ou sur un fichier, sur un partage, sur une base de données, sur une forêt AD, sur ce que vous voulez, eh bien dans tous les cas de figure, vous avez ces modifications qui vont être enregistrés et logués en conservant les valeurs avant et après la modification. Ça, c'est très important, puisque la valeur avant-après modification dans le traitement d'une donnée, elle vous permet de répondre à des questions factuelles du style, bah tiens, moi j'ai un fichier qui a disparu. Okay, un fichier qui a disparu chez les collaborateurs, c'est malheureusement quelque chose de très récurrent. Ils font jamais rien, mais bah, les fichiers, ils se retrouvent à pu être sur le répertoire initial où ils devaient être. On a la capacité, grâce à cette barre de recherche, comme vous l'avez compris, à très simplement poser une question à l'outil, à dire bah voilà, est-ce que cet outil, est-ce que cette action, pardon, elle a modifié l'historique d'un répertoire, est-ce qu'elle a modifié, je sais pas, la personne
déplacer, copier, renommer un fichier. Dans tous ces cas de figure, vous allez avoir la valeur avant et après le changement, ce qui n'est pas possible au niveau Microsoft nativement sans un outil spécifique type Netflix. Donc on va vous permettre de faire ça très facilement, de manière très ergonomique, mais aussi on va vous permettre d'avoir une information qui vous remonte de manière proactive. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez dans l'onglet Tools à droite, on a la capacité factuelle à dire, bah voilà, cette recherche, je la fais régulièrement. Si je la fais régulièrement, je veux dire, je veux l'enregistrer en tant que rapport. C'est-à-dire, je ne veux pas recréer ma recherche à chaque fois que je m'en sers. Je veux que mes filtres soient auto-enregistrés et que je puisse les générer de manière très simple. J'ai la possibilité d'y souscrire. Souscrire, si je clique sur ce petit bouton-là, vous voyez, on fait ensemble une nouvelle souscription. C'est tout simplement en fait dire, bah, cette information-là, je veux la recevoir à un format spécifique, PDF, CSV par exemple, sur une liste de destinataires qui sera la liste de distribution suivante ou les personnes suivantes, et ici, à une périodicité spécifique. En fait, vous allez pouvoir dire, bah voilà, cette information, je me rends compte que tous les lundis matins, je fais la même recherche dans Netflix, je ne veux plus avoir à exploiter l'outil, je veux tout simplement que ça me remonte de manière automatique dans ma boîte mail et tous les lundis matins, eh bien, j'arrive pendant que je bois mon café, j'ai mon rapport qui est tout de suite exploitable. Ça se veut simple, ça se veut factuel et ça se veut surtout très ergonomique pour l'utilisateur. Le but du jeu, on a bien compris que le traitement de la donnée, comme l'a dit Anaïs au début, était un enjeu qui grandit au sein de toutes les entreprises, mais ce n'est pas pour autant que les équipes ont plus de temps à consacrer au traitement de la donnée. Hein. On a plus de difficultés, on a plus de challenges, mais on n'a pour autant pas plus de ressources et pas forcément plus de budget. Donc il faut que les outils soient simples, ergonomiques et qu'ils soient compréhensibles par tous. Donc ça, c'est pour la brique de recherche. La brique de recherche, vous l'avez compris, c'est votre quotidien, c'est votre usage, et c'est ce qui va vous permettre très simplement de répondre à plein de questions. Ceci dit, vous n'avez pas que de la recherche. Vous avez besoin d'avoir de l'information qui vous arrive sur des choses que vous n'avez pas forcément construites. Vous n'avez pas forcément des questions qui sont posées de manière très spécifique. Vous avez, dans ce cas-là, accès à un onglet qui s'appelle l'onglet Rapports. Qu'est-ce que c'est que les rapports? Les rapports, c'est tout simplement ici une bibliothèque, je vais dire de rapports en fait préconfigurés qui vont vous permettre d'avoir des informations sur des sources de données spécifiques. Ici, sur votre serveur de fichiers, vous allez avoir la capacité, pardon, je clique mauvais, sur votre serveur de fichiers, vous avez la capacité à avoir deux familles de rapports, une famille sur l'activité, une famille sur l'état des lieux. Les rapports d'activité d'un système de fichiers, ça va être ni plus ni moins que vous dire qui a créé, modifié, supprimé, que ce soit des droits, des partages, des accès, des fichiers. Enfin, c'est un petit peu l'historique de la vie de votre serveur de fichiers. Et c'est des informations que vous pouvez remonter à des itérations, je veux dire, récurrentes. La deuxième chose, et celle sur laquelle on va peut-être passer un petit peu plus de temps ensemble, c'est cette partie état des lieux. Alors là, l'état des lieux, c'est intéressant puisque c'est une photo à un instant T de votre filer. Quels sont les droits de chaque collaborateur? Quelles sont les personnes accréditées à accéder à un certain répertoire? Quelles sont les données à caractère sensible les plus exposées potentiellement? Et ici, vous allez avoir donc une bibliothèque encore une fois préconfigurée. Ce n'est pas moi qui l'ai créée pour les besoins de ce webinaire. Demain, vous êtes client Netflix, vous dites OK, 3 sécurité, cet outil m'intéresse, je l'achète. Tout ça, c'est dans votre boîte nativement. Vous avez tout qui est dans l'outil. Et on a la capacité ici à avoir cette, je vais dire, foule d'informations à disposition. On peut s'intéresser par exemple aux permissions par partage. Donc je vais dire, répertoire par répertoire, montre-moi les différents droits et les différentes personnes qui ont accès. Il me lance le rapport et il me dit voilà, dans le répertoire DataShare, déjà j'ai des permissions qui sont différentes du dossier parent. Ah, c'est un premier niveau d'information important. Voici la liste des personnes qui ont les droits sur ce répertoire. Voici le type de permission qu'ils ont. Et voici d'où viennent ces droits. Est-ce que ce sont des droits directs? Est-ce que ce sont des droits qu'ils ont hérités d'un groupe? D'où est-ce que ça vient? En cliquant sur groupe, j'ai la possibilité de faire le lien avec la D, remonter l'arborescence et comprendre d'où viennent ces droits, est-ce qu'ils sont normaux ou non. Je peux prendre le problème dans ce sens-là, mais je peux le prendre complètement dans un autre sens. Je peux dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les permissions par partage, c'est d'avoir la photo de chaque collaborateur et des droits qui lui sont attribués. Ok, pourquoi pas? La photo de chaque collaborateur, ici, c'est tout simplement la capacité à dire, eh bien voilà,
Eric, Marc, François. Voici dans quelle organisation est-ce qu'ils se trouvent, dans quelle rue, dans quel groupe. Voici la liste des répertoires auxquels ils ont accès, avec quel type de droit. L'idée ici, c'est de faire de la corrélation entre les informations du métier et la capacité réelle de traiter les données par les collaborateurs, puisque ici aussi, vous avez une fonction de souscription. Dans l'ensemble de ces rapports, vous pouvez automatiser l'envoi de ces derniers à des gens de l'informatique ou à des gens du métier. Et le but du jeu d'automatiser cet envoi d'informations, c'est tout simplement de dire, OK, ici, je vais me retrouver avec une responsabilité à donner au métier. Je vais leur dire, voici la liste des personnes qui ont accès au répertoire avec lesquels vous travaillez toute la journée. Donc, on peut envoyer ça à un responsable de projet, à un directeur de service, à ce que vous voulez. Et l'ensemble de ces différents répertoires, de ces différents droits, pardon, eh bien, peuvent être arbitrés par la personne du métier qui va gérer cet objet. Donc ça dédouane un petit peu les gens de l'informatique à dire, d'accord, nous on a une capacité à traiter les droits d'un point de vue technique, on n'a pas la possibilité d'arbitrer la légitimité de ces derniers au niveau métier. Donc on peut mettre en place une vraie collaboration efficace entre le métier et l'informatique pour pouvoir minimiser l'exposition au risque sur des fichiers surexposés ou autres. Pareil, quand on parle de données surexposées, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que Netrix vous permet de mesurer ce qu'on appelle les permissions excessives. Les permissions excessives, c'est important, c'est en fait ni plus ni moins que de dire, voilà, on a différents collaborateurs, et ces différents collaborateurs, eh bien, ils ont peut-être accès à des répertoires qui, sur le papier, sont légitimes, mais on se rend compte qu'au final, ils se sont servis la dernière fois de ce répertoire il y a un mois, 6 mois, un an. Quelqu'un qui s'est servi d'un répertoire il y a 6 mois alors qu'il a les droits dessus, c'est qu'il y a un problème dans son attribution des droits. C'est que soit il ne travaille pas, soit il travaille tout simplement, mais sur d'autres choses, et du coup, il n'a pas besoin de ce répertoire-là. Parce que le jour où il y a une cyberattaque, le jour où il y a un cryptolocker, un ransomware, ce que vous voulez, eh bien, le fichier ou le répertoire entier auquel il a accès, mais dont il ne se sert absolument pas, eh bien, sera exposé à des risques, chose qui ne devrait pas être le cas. Donc, vous avez la possibilité ici, eh bien, tout simplement, de faire un suivi très concret de l'ensemble des droits et des différences applicatives, enfin, des différentes attributions de droits, pardon, sur les racines, fichiers, NTFS et autres. On a également pas mal de rapports avec des fonctionnalités qu'on pourrait appeler ménage, puisque ces fonctionnalités, en fait, vont être tout simplement de dire voilà, j'ai des rapports sur les fichiers les plus volumineux, j'ai des rapports sur les plus gros consommateurs de données, j'ai des rapports sur les doublons de fichiers, j'ai des rapports sur en fait un petit peu tout le traitement de la donnée, tout son usage et tout ça. Et par conséquent, j'ai la capacité en fait à remonter, je vais dire, des informations très concrètes et exploitables par les équipes IT sur comment optimiser eh bien l'infra, la sécu, ce genre de choses. On a fait la recherche ensemble, on a fait les rapports. Je vous invite à poser vos questions dans la barre de recherche prévue à cet effet, encore une fois, hein, s'il y a besoin. Il est vrai que je n'ai pas passé de temps sur un autre point qui est important, qui s'avère être la partie compliance. La partie compliance, ici, c'est tout simplement la, je vais dire, compilation de bonnes pratiques IT sur chacune des normes. Typiquement, la RGPD, ça peut être un petit peu complexe à appréhender pour des organisations de taille moyenne, pas forcément des moyens humains et autres, et surtout, c'est très subjectif d'un point de vue informatique. La RGPD, c'est une centaine d'articles, mais dans l'informatique, il n'y en a peut-être qu'une dizaine qui sont concernés. Donc, ce qu'on va vous proposer ici, c'est d'avoir accès à la globalité des différents rapports sur lesquels on peut agir, de vous donner un mappage. Le mappage de Netrix, ça va être de vous dire, voilà monsieur le client, pour tel point de la RGPD, on peut vous aider et voici ce qu'on vous préconise de faire. Et vous avez la capacité d'automatiser le suivi de l'ensemble de ces rapports, du coup, dans le temps, avec eh bien, un traitement de la donnée pragmatique et surtout un suivi de votre évolution de conformité, puisque faire une campagne de mise en conformité, qu'elle soit RGPD, ISO, tout ce que vous voulez, c'est très très bien. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un suivi
de la condition opérationnelle en fait de cette norme. Si vous allez le faire une première fois, très bien, mais votre système d'information va continuer d'évoluer. C'est d'avoir des nouveaux collaborateurs, des nouveaux applicatifs, des nouvelles méthodes de travail. Et par conséquent, bien, vous devez mesurer que toutes ces nouveautés ne mettent pas en péril votre conformité. Et pour ça, eh bien, il faut automatiser le suivi avec un outil de reporting type Netflix. On va continuer là-dessus avec la brique d'alerting. L'alerting, c'est extrêmement important dans le traitement de la donnée puisque c'est ce qui va vous permettre, comme son l'indique, de remonter une alerte lors de cas suspects, dangereux ou même potentiellement avec un contexte un petit peu de remédiation. Ce contexte de remédiation, ça va être tout simplement votre capacité à dire OK, on s'appuie chez Neovat sur cette bibliothèque d'alerte préconfigurée. Cette bibliothèque d'alerte préconfigurée, elle va tout simplement me donner accès à une somme de bonnes pratiques qui, tout simplement, vont me permettre de m'appuyer sur un référentiel déjà existant. J'ai la possibilité donc d'ajouter et supprimer des alertes. Vous voyez, je peux les activer très simplement ou les désactiver très simplement ici grâce au bouton On/Off. Et j'ai aussi la possibilité d'en créer d'autres. Je vais en créer une que je vais appeler ici par exemple 3 sécurité. Hop, on a besoin de notre webinar. Je vais y mettre une liste de destinataires. Cette liste de destinataires, ça va être les différentes personnes qui ont tout simplement, je vais dire, besoin d'être informées dès lors que cette alerte est déclenchée. Et on va créer des filtres. Les filtres d'une alerte, c'est extrêmement simple puisque c'est la même philosophie que la barre de recherche de tout à l'heure. La philosophie ici, c'est de dire, OK, je vais, je sais pas moi, vouloir être informé quand j'ai une action, par exemple, de modification qui est faite sur des fichiers, sur quel type d'objet des fichiers. Je sais pas moi, fait par une personne qui ne serait pas membre du groupe, qui doit avoir accès aux fichiers en question, sur le répertoire qui s'appelle sensible, et fait en dehors des heures de bureau, par exemple. Je sais pas, de telle heure à telle heure, en dehors. Donc ici, on va mettre, par exemple, de 9h le matin à, je sais pas, 18h le soir ou 19h le soir. Et là, j'ai mes critères d'alerte. Ce qui est important dans le traitement de ces alertes, c'est la notion de seuil. Ce qui vous intéresse, c'est pas juste d'avoir une information. Voilà, est-ce que on a, je sais pas moi, un collaborateur qui a fait un failogan. Un failogan, c'est bien, hein, c'est cool. Ceci dit, peut-être qu'il a juste tapé son mot de passe, il l'a pas fait exprès, c'est pas très grave. On veut être informé uniquement si ça arrive à partir de X fois un certain nombre d'itérations sur une certaine plage de temps. Pardon. En plus de ça, on a la possibilité de traiter les alertes de deux manières. La première manière, ça va être de dire, OK, on a un suivi d'analyse comportementale dans l'outil, donc je vais attribuer aux collaborateurs qui font des actions suspectes un score de risque. Le score de risque, ça va être de dire, chaque collaborateur qui déclenche une alerte spécifique va se voir attribuer un nombre de points qui va tout simplement venir incrémenter un tableau. Donc ce nombre de points, il va être sur une échelle de 1 à 100. Et ce tableau va être ici, sur votre dashboard principal, le tableau d'analyse comportementale. Vous allez avoir l'évolution du score de risque sur 30 jours glissants, sur les 30 derniers jours, la liste des collaborateurs avec le scoring de chacun, et surtout, eh bien, une visibilité sur quelles sont les actions qui a valu à chacun d'avoir des points. Est-ce que ce sont des actions ponctuelles? Est-ce que ce sont des actions systémiques? Typiquement, ici, nous, on a dit, il est interdit pour les collaborateurs de créer des fichiers potentiellement dangereux, à savoir des fichiers exécutables. Là, on voit que le collaborateur Suzanne Dart a créé 27 fichiers potentiellement dangereux sur les 30 derniers jours. Donc là, on est clairement dans un comportement dangereux sur lequel il faut faire quelque chose. Si ce sont des itérations beaucoup plus ponctuelles, une fois par mois, une fois tous les trimestres, voire semestres, bon, peut-être qu'on peut laisser le collaborateur tranquille, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. À l'inverse, ça vous permet aussi de mesurer
la cohérence de vos politiques de sécurité avec le métier, puisqu'il se peut que dans votre organisation, vous ayez tout simplement des gens eh bien, qui vont, voilà, je ne sais pas, plutôt que de dire à l'informatique, OK, nous, ça ne nous va pas de cette méthode de travailler parce que dans notre service, on a besoin de ça, ils vont trouver un moyen palliatif et tout le service va faire la même chose. Si ce moyen palliatif, vous êtes en mesure, grâce à l'analyse comportementale, de l'identifier, eh bien, ça vous permet de remettre en question peut-être une partie de la politique de sécurité et de voir avec le métier comment améliorer tout ça. Et pour terminer sur cette partie alerte, il y a un autre point qui est très important quand on crée une alerte. En plus de la notion de score de risque, on se retrouve ici avec une capacité de faire des actions de réponse. Les actions de réponse, donc vous l'avez compris en introduction, l'outil est sans agent, par conséquent il n'y a pas de prise en main, c'est un outil de visibilité. Mais ce qui est possible, c'est de faire matcher, de mapper en fait tout simplement votre alerte, donc ici dans NetVRIT par exemple une alerte sur un CryptoLocker, un ransomware, ce genre de choses, avec une action de remédiation interne. Action de remédiation, ça peut être un script PowerShell, ça peut être une ligne de commande, ça peut être un exécutable, ça peut être plus ou moins n'importe quoi. En fait, vous allez dire ici, dans le contexte d'alerte suivant, donc qui sera celui que vous avez défini dans les filtres ici, avec potentiellement votre notion de seuil ici, on va dire, si cette action est déclenchée, eh bien, on va exécuter le script suivant qui va, je ne sais pas moi, bloquer les comptes, désactiver quelque chose, isoler une machine, mapper quelque chose et autres. Donc en fait, le but du jeu ici, il est assez factuel. C'est très simplement de dire, on va aller au-delà de l'information, on va aller au-delà de l'audit, et puis on va pallier à des problématiques spécifiques sur l'ensemble du traitement de la donnée. Voilà un tour d'horizon de l'ensemble des fonctionnalités. Vous voyez que c'est un outil très pragmatique, très orienté usage, très simple. On a pris une trentaine de minutes pour vous présenter avec Anaïs donc E3S sécurité et bien évidemment les grandes lignes de Nedrix Auditor. Le but du jeu, c'est d'être pragmatique et de parler de certains cas d'usage. Je vais maintenant ouvrir le petit onglet questions qui est dédié à ça. Si vous en avez posé, je vais y répondre tout de suite. Si jamais vous avez encore des questions, eh bien c'est le moment d'en profiter et d'échanger à ce sujet. Donc pour l'instant, on n'a pas de questions. Il semble que tout soit très clair. Anaïs, peut-être que tu veux profiter de ce moment de battement pour peut-être ajouter quelque chose? Eh ben non, franchement, c'était très clair. Merci pour la présentation détaillée et puis les différents exemples que tu as montrés, parce que c'est important, je trouve. Effectivement, ce sont des cas d'usage qu'on a rencontrés chez des clients. On vous invite vraiment tous à vous rapprocher de vos experts 3S sécurité sur ces thématiques-là, parce qu'ils seront en mesure de bien sûr les adapter aussi à votre cas d'usage. Là, ce sont des choses assez génériques et qu'on retrouve chez tout le monde, mais il faut adapter. Et en plus de cette adaptation à votre contexte, eh bien, il faut bien évidemment que vous ayez la capacité de vous rendre compte de la plus-value de l'outil dans votre environnement. Que vous avez des questions, peut-être, vous pouvez les poser à l'oral ou même par... Bah, écoute, ça m'a l'air très clair parce que pour l'instant, il n'y a aucune question. Eh bien, super. En tout état de cause, si jamais des questions vous venez à froid, vous avez bien évidemment les coordonnées des équipes 3S et vous aurez mes coordonnées à moi dans la signature également si vous le souhaitez. Je vais parler au nom d'Anaïs pour dire qu'on est bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions si jamais vous viennent un petit peu a posteriori. On comprend qu'à chaud comme ça, ce soit des fois un petit peu compliqué d'avoir du recul et des bonnes questions. On vous invite à tester l'outil de manière très pragmatique avec les équipes 3S. Rendez-vous compte de ce qu'il peut vous apporter, essayez-le chez vous et c'est vraiment en l'installant eh bien, que vous verrez tout le potentiel et toute la plus-value de l'outil sur l'ensemble de votre écosystème. Naïs, je te laisse le mot de la fin. Eh ben exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, soit on verra pour que Damien puisse y répondre, soit par mail, enfin j'imagine. Ou alors, voilà, si vous souhaitez effectivement tester la solution, ben, nos experts sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Très bonne journée, au revoir. Très bonne journée, au revoir.